vous remercier aussi d'avoir répondu aussi nombreux à cette première école des coachs de petits champions. Aujourd'hui, vous êtes 151 entraîneurs à assister à cette journée, donc c'est quand même assez remarquable. Avant de démarrer, juste quelques précisions. La première, sur les fiches de renseignement, certains d'entre vous ont fait remonter qu'il y avait des erreurs sur les diplômes, tout simplement parce que sur les dossiers d'inscription que vous avez envoyés, certains d'entre vous n'ont pas rempli la partie diplôme entraîneur. Donc à partir du moment où il n'y avait rien d'inscrit, moi j'ai mis 100. Je n'ai pas cherché à comprendre, parce que je n'allais pas perdre beaucoup de temps à aller sur Gestan, d'aller rechercher chacun d'entre vous pour voir les diplômes que vous avez. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'émergement, on prendra 5-10 minutes entre midi pour pouvoir remplir. Sachant que c'est important dans la mesure où certains d'entre vous sont là aussi pour recycler le diplôme animateur. Donc cette journée sert de recyclage sur le diplôme animateur. Donc ça serait bien de remplir cette partie-là. La deuxième chose, les séances d'entraînement se dérouleront dans la salle annexe, la salle qui est juste en dessous. Pour l'accès à la salle annexe, on sort ici de la salle de conférence et vous avez accès directement à travers les portes battantes aux tribunes de la salle annexe. Ça veut dire qu'on ne passe pas par en bas et les terrains. Il n'y aura personne en bas. Tous les stagiaires, toutes les personnes présentes seront dans la tribune. Et enfin, dernière chose, pour des raisons de respect, ça serait bien que les téléphones portables soient soit éteints ou en mode silencieux pour pas qu'on soit dérangé toutes les 10 secondes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous Olivier Krumbolz, qui est tout fraîchement médaillé d'or au dernier championnat du monde en Allemagne. Qui dit médaillé d'or. Médaillé d'or, dit aussi champion du monde. Donc félicitations à Olivier, à son staff et bien sûr à toutes les joueuses de l'équipe de France. On a aussi parmi nous Jean Pietrala, qui est ancien gardien de la SPTT Metz pour les plus anciens, ceux qui ont connu l'époque de la SPTT Metz, ancien gardien de l'équipe de France et ancien entraîneur des gardiennes de but de Metz Handball et qui participe activement aux actions du comité de Moselle à travers, notamment pour ceux qui l'ont croisé sur les terrains, les mini-experts et filles de défi. Donc quelques applaudissements aussi pour ça. Et enfin, on a Franck Coco, qui est entraîneur expert enfant, donc il est spécialiste de la catégorie 9-12. Et qui fera une séance avec un groupe de moins de 13 filles tout à l'heure, qui a été aussi ancien joueur, très bon joueur d'ailleurs. Voilà. Donc quelques applaudissements aussi. Avant de commencer, je vais juste laisser la parole à Patrick Clément, président du comité de Moselle de handball. Je vais être très court. D'abord, je vous souhaite une bonne année à tous. Et je formule simplement un souhait qui continue à apporter la joie à travers le hand aux petits jeunes qui viennent passer du temps avec nous et à travers le hand, à travers un sport qui a autant de succès, qui est champion du monde aussi bien garçons que filles, ça va être plus facile. Alors bonne continuation et bonne année 2018. Bonjour à tous, bien sûr bonne année. En préambule, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne vais pas vous faire un cours de formation d'entraîneur. D'abord parce que je ne l'ai pas préparé, je suis honnête avec vous. Et ensuite, pour faire une formation complète, il faut un peu plus que 45 minutes. On va dire que c'est des propos sur le handball. Je suis le mieux placé et le moins bien placé pour le faire aujourd'hui. Le mieux placé peut-être parce que je connais bien le handball et le moins bien placé parce que je ne connais pas forcément, voire je ne connais pas la population des très jeunes. Ceci dit, j'ai suffisamment pesté dans ma carrière sur les manques que pouvaient avoir certaines joueuses au plus haut niveau pour m'être posé la question de nombreuses fois
de savoir qu'est-ce qui nous manque dans la formation et à quel moment. Je suis convaincu que le plus important, c'est dès le début et au moment où on accueille les jeunes et qui sont très jeunes. C'est-à-dire qu'à contrario, il est de plus en plus difficile, lorsque les jeunes avancent dans l'âge, de les faire évoluer. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut parler, alors on peut parler bien sûr de l'évolution des filles de França et de ce qu'on essaye de faire. Là aussi, on en discutait tout à l'heure. Moi, je suis un entraîneur qui cherche à faire évoluer les joueuses, quel que soit leur âge. Je ne considère pas que lorsqu'on aborde des joueuses professionnelles, on doit les considérer comme des produits finis et faire uniquement de l'exploitation. Je pense que chaque joueuse et chaque joueur peut et doit évoluer. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent sont ceux qui évoluent. Et ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui n'évoluent pas. Donc je considère qu'on peut toujours apprendre, ne serait-ce que parce que l'activité est extrêmement complexe. On y reviendra un petit peu. Donc j'ai quand même un certain nombre d'idées à développer aujourd'hui. Je ne les développerai pas toutes, parce que pris par le temps, on ne va pas pouvoir tout développer, mais je vais en développer un certain nombre. Il faut partir déjà de ce que c'est tout simplement que l'activité. Donc l'activité, dans le désordre, c'est un sport collectif, on joue à plusieurs. Donc ça, c'est bien sûr la dimension peut-être la plus importante à décliner. C'est un sport de ballon. Donc à partir de ce moment-là, on va beaucoup en parler. Il faut manier ce ballon. C'est un sport de salle, ça peut être très important parce que c'est vrai que vous êtes certainement à 90%, voire 95% à avoir assisté à la finale du championnat du monde. Et lorsque vous jouez dans une salle où il y a 13 000 personnes, vous êtes tout seul dans votre pratique. Vous n'avez plus personne qui peut vous aider et l'entraîneur pas plus que les autres. Donc le fait que ça soit un sport de salle avec beaucoup de bruit, ça peut jouer aussi, non pas dans la formation, mais lorsque les athlètes sont soumis à cette pression pour performer, c'est pas toujours facile et en tout cas, on peut compter que sur soi-même. Et puis c'est un sport codifié par un règlement et par des arbitres et par moment, c'est pas toujours facile, il faut une certaine dose d'acceptation par rapport à ce qui peut se passer. De manière plus précise, l'une des grandes complexités du handball, c'est qu'il faut courir et manier la balle. D'accord ? Il faut courir, il faut manier la balle et il faut s'informer. Donc quand vous prenez ces trois paramètres-là, vous êtes dans la totale complexité de l'activité. Le plus difficile dans le handball, c'est de recevoir sa balle en mouvement. Donc déjà, si vos entraînements ne sont pas organisés ou pas assez organisés par rapport à cet élément-là, vous êtes déjà un petit peu en difficulté par rapport à ce qui est souhaitable. Car dans le handball, il y a des choses qu'il faut réussir à automatiser. Et on commence à bien jouer au handball lorsqu'on n'a plus aucun problème pour recevoir la balle en mouvement. Il faut la recevoir en mouvement, ça c'est une première chose. Et pourquoi il faut la recevoir en mouvement? Parce que le mouvement, il va permettre par moment de se démarquer, il va permettre d'aller dans des espaces choisis, il va permettre aussi de se mettre en position, que ce soit pour faire une passe ou que ce soit pour faire un tir. Donc la mise en mouvement est essentielle dans l'activité pour les joueurs de champ. Je ne développerai pas beaucoup le rôle du gardien de but, puisque vous avez Jeannot qui va le faire, ayant déjà très peu de temps, je laisserai le domaine du gardien de but à Jeannot. La seule chose, et j'y reviendrai pas, sur le gardien de but, que je vais vous dire, d'ailleurs je vous invite, en aparté avant que j'ai oublié, je vous invite à lire les 3 articles de Handzone d'Éric Barada, c'est gratuit, vous allez sur Handzone. Il y a 3 volets où il parle de la formation et c'est très intéressant. Et l'une des idées que développe Éric Barada par rapport au gardien de but, c'est que systématiquement, dans les équipes de jeunes,
on met dans les buts soit des joueuses qui ont du mal à jouer dans le champ, parce qu'elles ont du mal à courir, parce qu'elles sont en surcharge, etc., alors qu'on sait qu'en bout de chaîne, c'est le poste le plus important, on sera forcément en difficulté. Dit d'une autre manière, et c'est la dernière chose que je dirais, quand vous faites un jeu d'échauffement en équipe de France, la meilleure joueuse dans le jeu d'échauffement, elle s'appelle Cléopâtre Darleux, elle est gardienne de but. Elle met la misère à toutes les joueuses de champ sur la motricité spécifique de joueurs de champ. De joueurs de champ. Donc c'est pas étonnant qu'une fille qui est capable dans les jeux d'être meilleure que les championnes du monde, eh bien, même si elle mesure 1m75, 76, elle reste l'une des meilleures gardiennes du monde. Mais pour revenir aux joueuses de champ, il est bien évident que dans la formation, la plus grande complexité, c'est le maniement du ballon, et le maniement du ballon en mouvement par rapport à la complexité du jeu qui est d'aller vers le but. Certains aiment bien appeler ça la cible, peu importe, d'aller vers le but, jouer avec les partenaires, avec des adversaires qui aussi vont vous poser des problèmes. À ce niveau-là, il y a deux motricités dans le handball. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Vous avez une première motricité qui est la motricité du jeu sur tout le terrain, en montée de balle ou en contre-attaque. Cette motricité, c'est de recevoir la balle à l'allure maximum et de l'exploiter, de le rendre toujours à allure maximum. Donc déjà, contrairement à ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans, un peu plus même, 45 ans, on ne s'arrête pas en montée de balle. Ne dites pas aux jeunes, tu reçois la balle, pour ne pas faire marcher, etc., arrête-toi avant de donner la balle. Ça, c'est une grave erreur. Il faut absolument apprendre aux jeunes, quand ils jouent sur tout le terrain, à recevoir la balle en mouvement et à la rendre en mouvement. Alors après, on peut discuter pendant longtemps de l'allure et à quelle vitesse il faut le faire, mais vous avez une première motricité qui est de recevoir et rendre en courant vers le but adverse, et bien sûr, en essayant, et ça c'est les qualités de dissociation, hein, et c'est la difficulté du handball, c'est que pour pouvoir manier un ballon en courant, il faut être dissocié, c'est-à-dire qu'avec le haut du corps, vous recevez le ballon, et avec le bas du corps, vous courez. D'accord? Et ça, c'est la grande difficulté du handball. Je veux juste, en une minute, vous développer. Un jour, j'ai fait une formation, enfin, une journée consulting, formation avec une équipe de Decathlon, hein, donc des gens qui travaillent chez Decathlon. Ça veut dire des adultes entre 20 et 60 ans, hommes et femmes compris, sportifs et non sportifs compris, etc., etc. Quand vous les mettez face à face, comme ça, à 4-5 mètres l'un de l'autre, et que vous leur demandez de se faire des passes, ils y arrivent à peu près. Quand vous les mettez en mouvement, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et quand vous les mettez en mouvement et que vous les orientez vers le but, ça devient extrêmement compliqué. D'accord? Et là, vous avez toute la complexité du jeu et du handball. C'est qu'il faut recevoir la balle en mouvement. Une petite chose importante avec vos jeunes. Il faut que, quand on court et qu'on reçoit la balle en montée de balle, la course, théoriquement, ne doit pas être modifiée. À partir du moment où la course est modifiée, ça veut dire qu'il y a des difficultés de dissociation. Un bon joueur et une bonne joueuse, ce sont des personnes qui sont capables, eh bien, en ayant la même allure, en ayant une course qui n'est pas modifiée, d'attraper, recevoir, lancer et, si possible, s'informer. Donc, il faut des exercices dans l'entraînement où les joueurs et les joueuses, eh bien, reçoivent énormément de ballons en mouvement et les rendent en mouvement. Ça, c'est la première des motricités. Vous avez une deuxième motricité qui est complètement différente et qui devient extrêmement spécifique poste par poste, mais vous avez une motricité qui est la motricité en attaque placée. Hein, puisque quand vous allez de votre but à l'autre but, vous traversez le terrain en courant, mais une fois que vous êtes en attaque placée, vous ne pouvez plus courir. Vous pouvez vous déplacer, mais plus à un moment donné, par rapport à la cible, vous êtes obligé de vous arrêter pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a la zone, et ensuite parce que devant la zone, vous avez l'adversaire
qui fait cette banale, cet arc de cercle, là, pour protéger son but. Donc vous n'êtes plus dans la même motricité. Moi, c'est ce que j'appelle la motricité, et pour la plupart du temps, notamment pour les arrières, qui est la motricité de piston. C'est-à-dire que si vous regardez un arrière, il a une action de piston, c'est-à-dire qu'il s'engage vers le but, il reçoit, il s'arrête, il lâche, il recule, il s'engage, il se désengage, il s'engage, il se désengage, il s'engage. D'accord? L'entraînement, si vous avez des arrières, si vous ne le faites pas faire ça des centaines et des centaines de fois, et qu'à un moment donné, ça ne devient pas facile et ça ne devient pas systématique, eh bien, ils seront forcément dans la difficulté. Forcément. Donc, il y a une nécessité de prendre en compte dans l'entraînement, je ne vais pas dire ces deux pratiques, mais ces deux besoins qui sont différents, que vous soyez dans la montée de balle ou que vous soyez dans le jeu placé. Et bien évident que ça, c'est pour parler plus précisément des arrières, mais qu'ensuite, il y a la complexité du rôle de pivot et la complexité du rôle des ailiers. Alors, quelques petites choses par rapport à ça. D'abord, je pense que le problème du pivot peut rejoindre le problème du gardien de but. C'est-à-dire que si vous mettez en pivot des joueuses qui sont peu mobiles, trop lourdes, si elles sont très à droite, vous avez une chance que ça marche. Mais si elles sont peu mobiles, trop lourdes et maladroites, très franchement, c'est pas leur rendre un service que de les mettre en pivot. Puisque malheureusement, et ça c'est quelque chose d'important, c'est que les habitudes chez les plus jeunes sont complètement contredites par rapport à ce qu'est le plus haut niveau. Et je vais m'expliquer. Je vais juste aussi essayer de vous faire rire un petit peu. Ces grands nigauds d'arrière qui trustent le jeu, hein, qui trustent le jeu et qui écartent les coudes, grands, costauds, forts, à toucher la balle 10 fois plus que les autres, ne sont pas les meilleurs au plus haut niveau. Les meilleurs au plus haut niveau, c'est tous les autres. C'est les gardiens de but, c'est les ailiers, c'est les pivots. En tout cas, c'est nécessaire. Si vous voulez devenir un jour champion du monde, il faut que sur ces postes-là, vous ayez des joueuses tout à fait exceptionnelles. On peut parler de Michael Guigou, de ceux qui veulent un peu de résurgence du passé, on va parler de Greg Anquetil, et puis comme on est en Moselle aujourd'hui, on va parler, ça va faire plaisir à tout le monde, de Siraba Dembélé ou surtout Manon Ouet. Manon Ouet est certainement capable de faire des choses sur le terrain que les grands nigauds d'arrière ne sont pas capables de faire. Je rappelle simplement qu'elle a mis 4 buts en finale du championnat du monde. Donc, et dans un match où ça se finit à 23-21, c'est pas trop mal. Donc là, attention, parce qu'on parle de formation, mais aussi il faut parler d'orientation des joueurs. Ces postes-là sont des postes où la motricité est extrêmement spécifique et contrainte. C'est-à-dire, par exemple, dans l'aile, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour un arrière de recevoir la balle en mouvement, mais ça l'est encore plus pour un ailier. Ça l'est encore plus pour un ailier. C'est difficile pour un arrière de tenter des débordements, mais c'est encore plus compliqué pour les ailiers. Et là, je vais vous donner un avis qui n'engage que moi. Moi, je suis à la fois pour et contre la spécialisation. C'est-à-dire que je suis pour la spécialisation, tôt, et sans enfermer le joueur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, peut-être qu'un ailier, dans sa formation, on sait qu'il sera ailier, on le forme pour être ailier, mais par moment, ça peut faire du bien qu'il passe demi-centre, pour prendre des responsabilités, pour exprimer sa motricité vis-à-vis de l'équipe, etc., etc. Un pivot peut être, c'est bien qu'on ait identifié qu'un joueur soit pivot, qu'on le forme pivot, mais de temps en temps, ça lui fait du bien aussi de passer sur d'autres postes, parce que qu'il soit pivot ou pas, dans la montée de balle, il ne va pas forcément jouer dos au but. Et vous avez deux types de pivots. Vous avez les pivots à qui vous dites à tous vos autres joueurs, surtout en montée de balle, tu ne lui donnes pas la balle, et à lui tu lui dis, toi tu fais une sprint, tu ne regardes même pas la balle, tu as un sprint et tu vas te placer à 6 mètres. Ou alors vous avez des pivots qui vont pouvoir participer à la montée de balle, parce que dans la motricité dont j'ai parlé tout à l'heure,
recevoir en courant, s'organiser un minimum vers le but, etc., etc., en n'étant pas dos au but statique, mais en étant comme un joueur de champ. Donc, je suis pour la spécialisation du joueur, mais en sachant que s'il veut être performant, il faut qu'il ait une formation qui soit relativement complète. Donc ça, c'est déjà un premier préambule par rapport à la motricité. Une autre chose dans l'évolution du jeu dans la motricité, c'est que les joueurs et les joueuses ont progressé de manière sidérale. Mais pas que les handballeurs et les handballeuses. Si vous regardez aujourd'hui un match de Borg contre McEnroe, vous allez mourir de rire. Vous avez l'impression de voir deux vétérans jouer au tennis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était le duel fratricide des années 80, 85, 80. Donc, on ne se rend pas compte à quel point le jeu a évolué. Le jeu, il a évolué essentiellement parce que les joueurs et les joueuses ont évolué dans la capacité de dissociation. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement capables de faire quelque chose en haut et de faire autre chose en bas. Et dans cette évolution, de plus en plus, il y a l'utilisation et le jeu à une main. Donc là aussi, moi je vous dis une préconisation, ne luttez pas contre cette motricité. Peut-être on peut faire un débat, peut-être qu'il ne faut pas tout le temps recevoir la balle à une main, mais d'être capable de recevoir une balle à une main, c'est quand même intéressant, parce que si je cours vers le but ici, et qu'on me met la balle ici, et que je suis capable de l'attraper ici, en continuant à courir vite, c'est intéressant. Si je suis obligé de ralentir pour aller presque derrière moi, reprendre la balle, voire m'arrêter, c'est beaucoup plus embêtant. Et que là aussi, si un jour, vous venez voir un entraînement de l'équipe de France féminine, eh bien vous verrez qu'elles sont toutes très à droite, mais que chez certaines, c'est plus de l'adresse, c'est au-dessus de l'adresse. Et qu'évidemment, c'est ces joueuses-là qui représentent le meilleur niveau dans l'évolution du handball. Puisque, et là je vais dire un mot aussi, par rapport à la vision du jeu, personne n'est capable réellement d'émettre une théorie précise sur pourquoi il y a des joueurs et des joueuses qui voient bien le jeu, et pourquoi il y en a qui voient moins bien le jeu, et pourquoi il y en a qui voient que là. Et ça, c'est la complexité du truc. Pourquoi il y en a qui progressent, et pourquoi il y en a qui progressent moins, et pourquoi il y en a qui ne progressent pas. Puisque on est tout le temps dans le handball à parler de potentiel, hein, ouais, ces joueurs qui font fantasmer l'ensemble du dispositif parce qu'on pense à un moment donné qu'ils vont devenir de très grands joueurs et de très grandes joueuses. C'est notre travail, nous, à la fédération, de les détecter et de les développer. Qu'est-ce que c'est un potentiel? Un potentiel, c'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui évolue. Si, il y a 10 ans, quelqu'un avait dit que Béatrice Edwige deviendrait championne du monde, je veux dire, on l'aurait envoyée à l'asile. On l'aurait envoyée à l'asile. Et pourtant, elle est championne du monde. C'est bien la preuve qu'elle a su évoluer par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle peut faire, dans sa démarche, dans le choix du poste, dans le choix même de son rôle, etc., etc. Donc un potentiel, c'est quelqu'un qui évolue, et donc on a du mal à savoir pourquoi certains évoluent plus que d'autres, mais par contre, on doit être capable d'identifier ceux qui progressent et qui ne progressent pas, parce que pour ce qui est de notre travail, hein, et c'est là, pour ça que je ne suis pas forcément le plus compétent pour vous parler, c'est que moi, en tant qu'humaniste, je veux que quand les enfants viennent dans un entraînement, ou les jeunes viennent dans un entraînement, tout le monde s'épanouisse dans l'entraînement, mais mon métier, à part quand on calcule le nombre de licenciés, mais ce n'est pas vraiment mon métier à moi, je m'occupe de l'élite de la fédération, je ne suis pas chargé de développement dans la fédération. Moi, ce qui m'intéresse, et mon métier, eh bien, c'est de faire en sorte que les meilleurs soient capables d'évoluer et de progresser. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, pour revenir à la motricité spécifique, je voudrais parler juste un petit peu du geste de tir
et du débordement. On va faire les deux en même temps parce que je pense que le temps va évoluer, va courir très vite et je vais être en crise de temps très rapidement. La question peut être assez simple, c'est-à-dire, on va la généraliser comme ça, quel geste doit-on faire pour être un bon tireur? Cette question-là, elle interpelle tout le monde, du plus compétent au moins compétent, du plus débutant, etc. Quel geste de tir doit-on faire pour être efficient, efficace? Et derrière cette question, il y a une autre question. Est-ce qu'il faut normer le geste de tir? En gros, est-ce qu'on doit apprendre à tout le monde de tirer de la même manière? Sachant que ce geste est un geste à la fois très simple et très complexe et multiple. Parce que si vous vous passionnez pour le handball, Nikola Karabatic ne tire pas comme Michael Hansen. Ils jouent dans le même club les deux, hein, le Danois et le Français. Ils ne tirent pas de la même manière. Donc à partir de ce moment-là, moi je crois qu'il n'y a pas de bon geste de tir. Enfin, il n'y a pas, au singulier, hein, il n'y a pas un geste normé de tir. Mais, par contre, il y a des mauvais gestes de tir. Donc, toute votre approche, et la difficulté de votre approche, ça va être au niveau de l'organisation pour aller au tir, de voir ce qui vous semble handicapant pour le jeune et qu'il faut corriger, et ce qui est spécifique au joueur et à la joueuse, et qui peut être efficace dans l'instant, voire dans le futur, et qu'il ne faut pas modifier. D'accord ? Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes de travail, parce que ça, c'est très important. D'abord, aujourd'hui, pour aller au tir, je vais exclure le tir de l'aile et le tir de pivot. On y reviendra si on a le temps. Mais pour un tir, on va dire, classique, notamment dans le tir en appui, parce que de toute façon, l'avenir du tir, c'est beaucoup de tir en appui. J'y reviendrai. Quand vous faites tirer des joueurs et des joueuses en appui, vous avez deux types de comportements. Vous avez des joueurs et des joueuses qui vont mettre le pied opposé au bras de tir devant, et vous avez des joueurs et des joueuses qui vont tirer à l'angle, c'est-à-dire qui vont tirer avec pied droit devant quand on est droitier, pied gauche devant quand on est gaucher. D'accord? C'est assez intéressant parce qu'il a été considéré là aussi il y a 40-50 ans comme déviant et débile les gens qui tiraient pied droit devant avec le bras droit. Hein, il fallait absolument, quand on tire en appui, pour des notions d'équilibre, avoir le pied gauche devant pour le droitier et le pied droit devant pour le gaucher. Or, aujourd'hui, au travers d'une évolution qui est trop longue à expliquer, on se rend compte que ça peut être une arme de tirer avec le pied droit devant et pied gauche devant. Et bien sûr, les plus doués, ils sont capables de faire les deux. Et des fois, il y en a peut-être qui sont tellement doués, qui sont forts, tellement forts dans les deux, qu'après tout, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas dire s'ils sont meilleurs dans le tir à l'angle ou dans le tir à un appui traditionnel. Ça, la plupart du temps, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Parce que le lancer, c'est quelque chose de compliqué. L'une des complexités du handball, c'est qu'il faut lancer fort ce ballon, qui est gros, qui est lourd. Et qui est encore plus gros et plus lourd pour les filles. Puisqu'il y a des études qui ont été faites, qui démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre la taille des femmes et la taille des mains des femmes et la taille des mains des hommes et la taille du ballon homme et la taille du ballon femme. C'est-à-dire que les femmes sont clairement défavorisées par rapport à la taille du ballon. Et si ça vous intéresse par rapport à ces études, on ne peut pas changer la taille du ballon féminin en le rendant plus petit parce qu'il va devenir trop dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous allez réduire l'engin, c'est des questions de physique, l'impact va être multiplié. Hein? Donc, si vous prenez une balle de tennis dans la figure à la même vitesse qu'une balle de hand, vous allez voir que ça fait plus mal. Donc ça, c'est en aparté. Mais l'une des difficultés du handball, c'est qu'il faut quand même balancer cet engin entre 80 et 100 km/h, voire 110 km/h quand on veut devenir une grande joueuse ou un grand joueur, et c'est pas évident. C'est pas évident. Donc,
Le geste se fait souvent naturellement, et en fonction des capacités, il y a différentes formes de tir qui existent. Moi, je regrette, par exemple, aujourd'hui, qu'on ait abandonné, pour des raisons normatives, les gestes de bras de ce type-là, qui sont des gestes très intéressants, que vous entendez par moment. Comme le tireur, il faut qu'il aille le plus vite possible, eh bien, on a tendance à dire qu'on tire comme ça au handball. Ouais, quand on s'appelle Michael Hansen, on peut tirer comme ça. Ça, c'est vrai. Mais il tire comme ça, parce qu'il a des qualités absolument extraordinaires dans l'appréhension du ballon, etc., etc. Et que, bien sûr, l'une des choses qui va induire la motricité, c'est la taille des segments, et particulièrement la taille de la main. Hein, j'en suis un bon exemple. Je mesure 1m89, et j'ai les mains de nain. C'était pas très facile le handball pour moi, surtout que la colle en se tendant et les ballons, c'était beaucoup moins bien. Et que vous regardez les mains des grands joueurs et des grandes joueuses, vous allez comprendre pourquoi ils font partie des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, dans une équipe de handball, dans une équipe de France, par exemple, je ne suis même pas certain qu'il y ait une seule joueuse qui a un déficit par rapport à la taille de la main. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Je le dis aussi par rapport à ceux qui font de la détection de jeunes talents. On a compris depuis longtemps dans le handball que le plus important, c'est pas la taille du joueur, mais c'est son envergure et la taille de ses mains. Parce qu'une fois qu'on a une préhension facilitée du ballon, on peut développer la motricité de manière beaucoup plus fine. J'en profite pour faire un aparté. Vous allez dire, il est fou celui-là, mais c'est pas grave. Là, je veux vraiment faire appel à vous et vous parler d'un dossier, je pense que certains y sont confrontés, qui est vital pour le handball. Attention, en France, il y a un mouvement pour faire interdire la colle, qui vient des mairies et des maires. C'est une catastrophe. Je vous le dis, on est en train de tuer le handball dans la concurrence avec les pays étrangers et avec les pays nordiques. J'en ai discuté chez nos voisins de Meurthe-et-Moselle à 2P2H, où j'ai vu un match à mourir de rire de Coupe de France, quand même 2P2H 43 contre Metz handball en N2 avec des gens qui savent jouer au handball. Il n'y en a pas un qui pouvait tirer vers le but. La balle était un peu humide, interdiction de colle, il n'y avait plus de handball. Donc tout ça pour vous dire que si un jour ce mouvement arrive chez vous, moi je vous conseille, avec le plus de stratégie possible et de diplomatie possible, de lutter contre, mais il faut éviter que dans 4 ou 5 ans, on commence à dire que le handball peut se jouer sans colle. Et l'autre question qui est importante pour vous, c'est que dont j'entends parler régulièrement, c'est à quel âge la colle. Là, c'est pas mon domaine, donc je ne m'engagerai pas là-dessus. Je ne sais pas à partir de quel âge il faut autoriser ou ne pas autoriser la colle. C'est un débat que vous pouvez développer à l'infini entre vous. Mais ce qui est sûr, c'est que le handball, c'est un sport qui se joue avec la colle. Et si, comme je l'entends à droite et à gauche, il y a des mecs qui ont joué il y a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans et qui disent « Ouais, mais moi quand je jouais, on n'avait pas besoin de colle. » Ça, c'est des vieux cons qui parlent comme ça. C'est des vieux cons qui parlent comme ça. La colle est quelque chose d'important et de nécessaire pour développer une motricité fine. Et à partir de ce moment-là, que ça salisse les salles ou pas, il faut l'accepter. On n'interdit pas la magnésie dans une salle de gym parce que ça fait tout blanc. Ou on n'interdit pas les crampons sur un stade de foot parce que ça abîme le gazon. Voilà. Donc ça c'était en aparté, mais pour revenir sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, sur le geste de tir, pour se résumer, oui, il y a des joueuses et des joueurs qu'il faut corriger, mais il ne faut pas que tout le monde ait le même geste. En gros, c'est ça. Et quelques idées importantes, c'est que pour tirer au handball, pour un tir efficace, vous avez 2 angles qui doivent être ouverts, c'est cet angle, ici, et celui-là. D'accord ? À partir du moment où l'un de ces 2 angles est fermé, là, vous avez un défaut dans votre geste. Si vous tirez comme ça, vous avez un défaut. Hein, quand le ballon est gros, et notamment dans les filles, regardez la pratique au début chez les féminines, il y a beaucoup le coude ici, et il va falloir que le coude il se relève. Et si vous avez le bras là, je ne vois pas comment vous allez bien tirer, hein, si vous avez cet angle ici qui est fermé. Après, l'armée, il dépend de la force. C'est bien évident qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a suffisamment de force pour tirer comme ça, eh bien pourquoi pas. Mais si vous avez besoin de donner de l'énergie à votre ballon pour avoir du bras
et qu'avec ce geste circulaire, vous allez donner de l'énergie au ballon, et bien faites ce geste circulaire, même s'il est un peu plus lent. C'est pas pour ça que vous serez un mauvais tireur. Voilà. Parce qu'il ne faut pas réduire, à un moment donné, l'activité ou le tir à un élément du tir. J'entends dire, le tir aujourd'hui, réception, tir le plus vite possible. Oui, ok, c'est vrai que c'est intéressant. Mais si la balle, elle part 2 mètres au-dessus, c'est pas intéressant du tout. Parce que le tireur, il faut qu'il soit en mesure de faire un tir de qualité, c'est-à-dire un tir puissant, un tir où il est précis, et un tir où, éventuellement, il va pouvoir choisir, informer et contre-informer. Donc je vais enchaîner par rapport à ça, c'est que 2 ou 3 petites choses. D'abord, je vous ai beaucoup parlé du ballon et du joueur, hein, donc du jeu avec la balle, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Après les Jeux Olympiques, j'ai lancé un slogan en équipe de France féminine. J'ai dit, pour moi, sur le terrain, le joueur le plus important, c'est pas le porteur de balle, mais c'est celui qui va la recevoir. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que si vous suivez de près le parcours de l'équipe de France féminine, vous savez que nous avons fait une finale de Jeux Olympiques il y a 18 mois. Et que j'avais essayé de démonter un processus sur cette finale, mais que je n'y suis pas parvenu. Donc vous avez en équipe de France 2 joueuses majeures, qui s'appellent Alexandra Lacravère et Alison Pinault. On les aime ou on les aime pas. Par moments on les déteste, par moments on les adore. À mon avis, quand on regarde les matchs, parce que je discute quand même avec des gens qui me sont proches et qui connaissent le handball, mais vous avez 2 joueuses majeures, et qui, peut-être, ont un peu trop l'habitude de jouer beaucoup avec la balle, longtemps avec la balle. Et que la seule façon d'anticiper ce problème sur la finale olympique, c'est de leur avoir dit la veille de la finale olympique, si j'étais les Russes, j'attendrais qu'une seule chose, c'est que Alison et Alex portent le ballon pour leur en mettre plein la bouche. Je pensais le message suffisamment parlant pour qu'il rentre dans les esprits. Mais quand à un moment donné, vous avez l'impression que vous pouvez forcer le destin en utilisant longtemps la balle, eh bien vous vous plantez, et il s'est passé exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elles ont cherché à forcer des solutions, elles ont beaucoup porté le ballon, et en fait, étant fatiguées par une compétition, ça ne pouvait pas fonctionner. En plus, hyper surveillé. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure c'est un sport collectif, il faut le décliner. Il faut le décliner. Et il faut le décliner dans l'entraînement. Parce que c'est vrai que le plus important, c'est pas forcément ce qu'on fait avec la balle. Ou alors, le plus important, c'est ce qu'on fait avec la balle, mais pour les autres. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai parlé du tir. C'est pas l'essentiel, le tir. C'est pas l'essentiel. Vous pouvez considérer que c'est la finalité. Attention. Le joueur et la joueuse considèrent que c'est la finalité. Donc comme ils sont beaucoup plus malins que ce que vous pensez, ils vont faire en sorte, c'est pas vous des fois qui organisez les entraînements, c'est eux qui organisent les entraînements. Parce que de manière très discrète, ils vont chercher à faire en sorte que les entraînements soient ce qu'ils souhaitent. Vous savez, moi quand j'étais en 4e, 3e, j'avais un prof de PS qui était un branleur. Chaque fois qu'on arrivait à la salle, on lui disait « Eh, on fait du foot, eh, on fait du foot ». Et tant qu'il n'avait pas lâché le ballon de foot, on disait « Eh, on fait du foot, allez ». Non, j'ai prévu de dire « Eh, on fait du foot ». Et être un peu pote, et il nous balançait le ballon de foot. Et bien aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Ce qu'il faut savoir dans le handball, c'est que tout le monde aime marquer des buts. On peut considérer que c'est la finalité du truc. Pour moi, la finalité du truc, c'est de gagner. Voilà. Donc il y a une petite différence. Donc je pense que les joueurs vont chercher à vous amener sur les formes d'entraînement et les formes d'exercice où ils vont faire beaucoup de tirs et ils vont marquer beaucoup de buts. D'accord? Mais vous, à l'inverse, vous devez agir sur eux pour leur faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas que le tir. Et dans le handball, il n'y a pas que le tir. Mais il y a prioritairement d'abord la passe.
Alors, je vais vous donner quelques idées. D'abord, pour bien tirer, il faut avoir reçu un bon ballon. On est tous d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait recevoir la balle en mouvement pour aller au tir. Si la passe, elle est dégueulasse, et que je ne veux pas la perdre, je vais arrêter mon mouvement pour attraper le ballon. Hein, parce que aussi fort que vous soyez, si on vous met une balle dans les pieds, et que vous avez compris que dans le sport co, une des choses qui est essentielle, c'est d'avoir le ballon et que ce ne soit pas l'adversaire qui ait la balle, et que si vous voulez gagner des matchs, il faut compter le nombre de buts que vous marquez, mais il faut compter aussi le nombre de ballons que vous perdez, et il faut compter encore plein d'autres choses. J'espère que j'aurai le temps d'en reparler. Mais, donc, la passe, c'est l'élément de relation. Parce que quand vous discutez avec les jeunes, ils sont fiers de faire un sport co. Quand vous discutez avec l'équipe de France féminine, ils sont fiers de faire un sport co, ce qui est le plus génial pour elles. Et écoutez toutes les interviews, c'est gagner ensemble. Hein, c'est renverser des montagnes ensemble, c'est inverser un rapport de force ensemble, jouer ensemble, jouer pour les autres. Il y a le discours, mais après il faut le décliner, le discours. Donc l'élément de relation dans le handball, dans le jeu, c'est la passe. Comment je joue collectivement? En faisant des bonnes passes. D'accord? Des passes qui vont permettre à mon partenaire de jouer son ballon, de la recevoir en mouvement, de la recevoir au bon endroit, etc., etc. Donc, pour être efficace dans le handball, la passe est 2 à 3 fois plus importante que le tir. On n'a pas compris grand-chose de la réussite des Nordiques dans le handball, mais la seule chose qu'on a compris, c'est que eux mettent la passe plus au centre que nous. D'accord? Ils mettent la passe plus au centre que nous. Donc, si j'ai un conseil tout simple à dire, faites des passes. Faites des passes. La difficulté, c'est qu'il faut en faire beaucoup. Et que quand on commence à faire beaucoup quelque chose, tous les joueurs et joueuses de handball commencent à en avoir marre. Donc il faut le faire de la manière la plus ludique possible, hein, que ça soit rigolo. Alors vous débrouillez comme vous voulez, vous mettez des défis, vous accompagnez, vous faites des jeux, tout ce que vous voulez, mais la passe est l'élément essentiel. Et maintenant je vais vous dire autre chose, aussi pour parler des joueuses et des joueurs du plus haut niveau, du début de la formation intensive jusqu'à la fin. Quand vous faites 300 tirs par entraînement et 20 passes, déjà vous êtes une brêle, ça c'est la première chose, et à 20 ans, vous n'avez plus d'épaule. À 20 ans, vous n'avez plus d'épaule, vous avez l'épaule qui est fracassée, hein, en sachant que l'épaule est une articulation qui est extrêmement fragile, avec un machin dedans qui s'appelle le bourrelet, et quand vous commencez à avoir des vrais problèmes d'épaule, vous êtes en grande difficulté. Donc la passe est beaucoup moins traumatisante que le tir, et il faut le savoir. Là, je m'adresse particulièrement à ceux qui font des jeunes ados, hein, qui ont la testostérone qui monte. Vous regardez les jeunes ados, ils rentrent dans la salle, ils prennent un ballon, ils n'ont pas d'échauffement, ils tirent le plus fort possible. Ah. Et bien ceux-là, si vous n'arrivez pas à leur faire comprendre qu'avec ce type de comportement, ils sont en train de se détruire leur épaule, que ça va les gêner. Ça va les gêner pour le handball, mais n'oubliez pas qu'il y a une deuxième vie derrière le handball, et vous le savez bien, parce que vu votre âge, vous êtes plutôt dans cette phase-là que dans la première. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Quoi qu'il en soit, si on doit dire une chose à la sortie de cette salle, qui est la chose la plus simple, et que vous devez retenir, faites faire à vos jeunes à peu près le nombre de passes, le rapport entre tir et passe. Réfléchissez combien de passes fait un joueur dans un match, combien il fait de tirs, et respectez, à la limite, respectez ce ratio. C'est-à-dire que le joueur qui va faire, je ne sais pas, 200 passes dans l'entraînement, dans le match, pardon, peut-être un peu excessif, 200, on va dire 100, et qui va tirer 5 fois, il y aurait une certaine logique à respecter ce ratio. Parce que moi, j'ai beau être champion du monde, j'ai jamais rien trouvé d'autre que de faire des choses cons comme la Lune. D'accord? Et tout ce que j'ai fait, n'importe qui ici peut le faire. Après, c'est dans la logique de l'addition de ce que vous faites, mais j'ai rien inventé. J'essaie d'être le plus logique possible par rapport à l'approche de l'entraînement.
et d'avoir des situations qui sont le moins déconceptualisées possible. C'est vraiment des conseils sur l'entraînement. Si vous faites des situations qui commencent à être totalement différentes de ce qu'est la pratique en match, je ne suis pas sûr que vous allez avoir un transfert. Parce que c'est quoi l'entraînement exactement? En dehors du fait que vous avez payé une cotisation et qu'il vous est offert un moment de plaisir 2 fois, 3 fois par semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce domaine-là, je ne suis pas compétent dedans. Mais en dehors de ça, pour moi, l'entraînement, c'est un moment qui sert à s'améliorer pour ce qui se passe le samedi ou le dimanche. Et je pense que dans la tête des jeunes, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on vient s'entraîner parce qu'on veut gagner les matchs le samedi et qu'à partir de ce moment-là, on fait des choses à l'entraînement qui vont permettre d'être meilleurs. Donc il faut bien ce qu'on appelle un transfert entre ce qui est proposé à l'entraînement et ce qui va être proposé en match. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Il y a un grand débat dans le handball, c'est, que ce soit en attaque ou en défense, sur les formes d'entraînement, les exercices. Combien d'exercices en supériorité ou, si on est en défense, en infériorité numérique, et combien de situations à nombre égal? Question, ça. Question sur laquelle il faut s'interroger. Je n'ai pas de réponse précise et absolue, mais je pense que si vous faites quasiment exclusivement des situations de surnombre, qui sont des situations intéressantes, parce que dans la motricité, à condition que le travail qui est demandé soit suffisamment précis pour qu'il y ait des transformations nécessaires, mais c'est vrai que dans le travail de fixation, on n'est pas très bon en fixation en France, mais ça revient aussi au même raisonnement qu'on n'est pas très bon à la passe, parce qu'on a tellement travaillé et le débordement et le tir qu'on a négligé des choses qui sont la fixation et la passe. Or, je vais vous redire la même chose que je vous ai dit sur la fixation. Vous allez fixer 10 fois en match, pour 1 fois vous allez tirer. Donc quelle est la logique de bien savoir tirer si vous ne savez pas fixer? Pas de logique. Parce que vous devez comprendre une chose. C'est que, à partir d'un certain niveau, le handball, c'est le règne animal. D'accord? C'est le règne animal. Je vous invite, vous allez sur Internet et vous tapez Cobra Mangouste. Ok? Et vous regardez le combat à la vie, à la mort, entre une mangouste et un cobra. Donc, que fait la mangouste? La mangouste, elle excite le cobra qui l'attaque. Sauf que dans la distance de combat, à quelques centimètres près, elle recule suffisamment pour ne pas se faire choper par le cobra. Et sa stratégie, c'est de fatiguer le cobra jusqu'au moment où il attaque. Parce qu'il se fatigue vite, là, ici, là, il se fatigue très vite. En plus, avec la compréhension des trajectoires. C'est comme ça que les charmeurs de serpent vous impressionnent. Sauf que les charmeurs de serpent, ils mettent la main au-dessus et que le cobra, il ne fait pas comme ça, il fait comme ça. C'est la même chose quand vous voulez tuer une mouche, c'est pas un hélicoptère, une mouche. Si vous l'attrapez pas comme ça, vous allez tuer. Si vous l'attrapez comme ça, vous n'allez pas tuer parce qu'elle part ici. Vous allez vous dire, il est devenu complètement fou, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ce combat-là, c'est que le défenseur, à partir d'un certain moment, il comprend tout. Pourquoi il comprend tout? Parce qu'il est face à un joueur qui est dans la complexité extrême de manier le ballon, alors que lui, il est peinard. Il n'a pas à manier la balle. Et donc, il arrive très bien, comme la mangouste arrive très bien à comprendre l'attaque du cobra, le défenseur, la plupart du temps, il comprend très bien la stratégie de l'adversaire. Et c'est pour ça que, parce que moi, j'ai un grand nigo, j'en ai un à la maison. Hein. Il est né en 98, il mesure 1m96, et il pourrait péter la baraque, mais il ne la pète pas, la baraque. Parce que tout ça, il ne l'a pas bien compris. Donc à un moment donné, quand je sais que tirer, je sais que m'engager comme un bourrin, ou quand je ne m'engage pas comme un bourrin, je ne fais rien du tout, il arrive un moment où l'adversaire, il vous a compris.
Et comme vous n'êtes pas dangereux sur toutes les fixations, il arrive à identifier quand est-ce que vous allez au but et quand est-ce que vous n'allez pas au but. Et là, votre pratique qui était dominante parce que vous êtes fort et costaud au départ, quand vous arrivez à un niveau supérieur, elle s'écroule. Donc si vous ne savez pas fixer, votre pratique, elle s'écroule. Si vous ne savez pas faire une passe, votre pratique, elle s'écroule. Même si vous avez mis 15 buts dans les équipes de jeunes parce que vous avez marché sur la gueule de tout le monde. Et au plus tôt on pourra anticiper cette problématique-là, au plus tôt on mettra les joueurs et les joueuses à progresser et à arriver dans un niveau de jeu qui est un niveau de jeu très élevé. Donc la fixation, c'est quelque chose de très important. Et dans la fixation, il y a une notion qui est très importante, c'est une notion d'orientation. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, être dangereux ici et donner la balle ici, c'est pas facile. D'accord? Puis être dangereux ici, feinter de la mettre là-bas et la mettre là-bas, etc., etc. Tout ça pour vous dire que je m'en voudrais de ne pas en parler. On n'est pas si bon que ça dans la feinte en France. On n'est pas si bon que ça dans la feinte. Moi, je pense qu'il faut presque automatiser la feinte. C'est-à-dire que quand un jeune fait un débordement, par exemple, dans la phase où il change d'intention, il doit mettre une feinte. Parce que comment on déborde un joueur? Comment on déborde un joueur? De manière très, très schématique, vous pouvez le déborder soit physiquement, grâce à vos qualités physiques, vous pouvez le déborder associé à une certaine technique, mais vous pouvez aussi le déborder en contre-informant. Et bien évident que plus vous allez contre-informer, plus vous allez mettre en difficulté. Et d'ailleurs, les très grands joueurs qui sont plutôt sur des qualités physiques réduites, moindres, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, hein, d'accord, ils ne vont pas tous... Grazadi n'a pas les qualités physiques de Niakate ou d'Orlan Canor. Vous l'avez bien constaté. Et aujourd'hui, Grazadi, elle joue mieux au handball que Orlan Canor, et elle passe autant de débordements qu'Orlan Canor. Parce qu'à un moment donné, d'abord sa motricité est beaucoup plus propre, et ensuite, parce qu'il y a de la feinte, il y a la menace permanente de jouer avec le pivot, qui tasse un peu la défense, etc., etc. Donc la feinte, c'est un élément qui est important. Les Russes, par exemple, chaque fois qu'ils fixent, parce que vous savez que les Russes sont sur un apprentissage très méthodique, voire analytique du handball, c'est-à-dire qu'ils répètent toujours les mêmes gestes, mais l'avantage dans ce type de formation, c'est qu'à un moment donné, systématiquement, il est demandé à l'arrière russe, quand elle vient fixer en appui, eh bien de feinter, de mettre la balle ici, et puis mettre la balle ici. Mais quoi qu'il en soit, la feinte va être un élément déterminant, parce que la feinte va aussi arrêter la défense. N'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai très peu parlé de la défense, je ne sais pas quelle heure il est, mais... Aujourd'hui, la défense se déplace aussi vite que la balle. Donc quand vous voyez des défenseurs qui sont loin de la balle, et vous vous dites, mais je vais mettre la balle à 15 mètres là-bas, et quand la balle va arriver, mon partenaire aura beaucoup d'avance, ben vous leurrez souvent, parce que le défenseur, il se déplace quasiment aussi vite que la balle. C'est pour ça que dans le handball, on peut beaucoup flotter côté balle, à condition de construire la compétence de retour de flottement. Hein? Qu'on soit bien d'accord. Aller vers la balle et flotter vers la balle, c'est pas une compétence, c'est la réponse à un ordre, hein, c'est pas compliqué. Il suffit de... Quand on me dit que quand la balle est là, je dois être venu de 2 mètres vers la balle, ça, n'importe qui peut le faire. Par contre, la capacité à repartir dans mon secteur en fonction de ce qui se passe, c'est là, c'est le retour de flottement qui est la compétence par rapport à cette notion de flottement. Mais ce qui va arrêter le flottement, c'est la feinte. Prenez un exemple très précis. Le 6 contre 5, jeu en surnombre, hein, qui est aussi un débat éternel. Vous pouvez, au plus haut niveau, là, le championnat du monde, vous pouvez aller le plus vite possible à faire passer la balle de la gauche vers la droite. Si l'adversaire, il a lu que c'est ça qui va se passer, il y va.
C'est pour ça que c'est important, c'est de ne pas aller trop vite, c'est d'être dangereux, c'est de fixer, c'est de renverser, c'est de contre-informer. C'est ça qui va poser un problème à une défense à 5 contre 6 attaquants. Et c'est exactement pareil sur la nouvelle mode du 7 contre 6. Je vais quand même dire quelques mots sur la défense. Alors, je vais l'aborder de manière un peu par l'ironie. C'est quand même extraordinaire en France que la plupart des potentiels, hein, les enfants chéris du système, qui ont été détectés assez tôt, c'est des pipes intégrales en défense. Merci pour moi. Merci à l'ensemble de la formation, mais je ne vous vise pas vous, je vise plutôt les autres. Hein, le système, parce que je ne suis pas devenu un béni oui, je ne vais pas dire amen à tout le monde, etc., parce que je veux continuer à faire évoluer le système. Et c'est pareil pour les gauchers, tiens, par hasard. Et pourquoi les gauchers? Il y en a 3 sur 4 qui défendent comme des pipes. Vous êtes posé cette question-là? Parce que c'est les enfants chéris du système et qu'à un moment donné, le système n'anticipe pas ce que va être la suite. À partir du moment où vous avez un jeune qui a du potentiel, le faire sortir en défense, eh ben merci. Hein. Et moi, vous savez ce que je fais en équipe de France? Je ne manage plus. J'arrive pas à manager. Je n'arrive à faire qu'une seule chose, c'est de faire en sorte de savoir qui va défendre, qui va attaquer. J'arrive même plus à donner un conseil, parce que c'est tellement complexe, avec les changements attaque-défense qui sont dus un petit peu au manquement de certains en attaque, mais essentiellement au manquement d'autres en défense. Donc, à un moment donné, si on veut devenir un bon joueur, on doit attaquer et défendre. Le jour où les clubs professionnels diront à une joueuse, tu es très bonne en attaque, mais tu n'es pas bonne en défense, donc si tu étais bonne en défense, tu vaudrais 5 000 € par mois, mais je vais t'en donner 2005, moi. Ça va peut-être changer les choses, parce qu'avec le pognon, on change beaucoup de choses. Donc, la défense, c'est un élément essentiel. C'est un élément où, contrairement à l'attaque, avec beaucoup d'investissement, on réussit. Parce qu'il n'y a pas ce maniement du ballon qui est complexe. La défense, c'est 80 à 90% de volonté. Mais la volonté, elle doit être partagée entre le jeune et entre l'encadrant. La défense, c'est l'essentiel. Et si on veut réussir dans le handball, à partir du moment où vous avez identifié qu'un jeune il a des qualités en attaque et qu'il a des petites difficultés en défense, surtout ne le sortez pas. Surtout ne le sortez pas. Au contraire, faites-le jouer. Faites-le jouer. Parce que sinon, après, ça devient rédhibitoire. D'ailleurs, en équipe de France, il n'y a pas de joueuse nulle en défense. Les joueuses qui ont quelques lacunes, mais il n'y a pas de joueuses nulles en défense. Parce qu'elles ne peuvent pas. On ne peut pas avoir un ensemble où, à un moment donné, on a 2-3 joueuses qui sont totalement déficientes en défense. Le secret de la défense, c'est la prise d'information. Parce que, comme pour tout, le secret de la réussite, c'est l'anticipation sur un terrain de sport co. Et pour anticiper, il faut prendre les informations. Or, et ça c'est juste un petit conseil sur la défense, que fait un jeune quand il est en défense? Et pas qu'un jeune. Il est au cinéma. D'accord? Il est au cinéma, il est en défense, il est statique, il ne manie pas le ballon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le ballon. Et il regarde le ballon en espérant que le ballon ne va pas rentrer dans son but. Sauf que plus le niveau va s'élever, plus ce qui est important, c'est pas la balle à l'opposé, c'est ce qui se passe devant toi. Parce que plus le niveau va s'élever, plus il va y avoir de jeux sans ballon face à toi. Ces ailiers qui, à l'opposé de la balle, ne font que regarder la balle, il arrive un moment où il y a un ailier qui surgit dans leur dos et qui se retrouve tout seul, secteur central, parce qu'ils ne l'ont pas vu partir. Donc déjà, l'essentiel dans la défense, c'est l'information. Et moi, j'ai un petit truc que j'utilise partout et dont je vais vous dire, c'est un repère mémotechnique. La défense, dites à vos joueurs et à vos joueuses, pensez CAM, Camelot, la CAM de la défense, communication, agressivité, mobilité. Vous prenez le temps mort, vous êtes à 7,71 par exemple, vous dites à vos joueurs, vos joueuses qui ont pris 7 buts en 8 minutes, CAM. Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous êtes agressif? Est-ce que vous êtes mobile?
Et derrière tout ça, la nécessité de la prise d'information. Donc plus vous allez vous informer, plus vous allez anticiper, parce que ce qui est important, la plupart du temps face à un adversaire, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il prépare. Et d'ailleurs, les meilleures équipes vous accaparent sur ce qu'ils sont en train de faire pour mieux masquer ce qu'ils vont faire. La contre-information, c'est ça. Je te fais croire que je mets la balle là, je t'accapare ici, mais je vais la mettre là-bas, la balle. À un moment donné, le secret de la défense, c'est déjà la prise d'information, mais le secret de la défense, encore plus simple, c'est de s'y intéresser à la défense. À partir du moment où vous la négligez parce que vous n'aimez que jouer avec la balle, à un moment donné, vous allez tôt ou tard plomber votre collectif. D'accord? Et la dernière chose que je dirais, mais ça c'est pour un niveau supérieur, méfiez-vous quand vous allez vous élever dans un niveau sur le mélange de la zone et de la home home. C'est la grande mode en ce moment. C'est, tu fais quoi comme système? Vous demandez à l'équipe de France féminine, allez, on va commencer à rigoler ensemble parce que c'est trop sérieux. Vous avez les filles de l'équipe de France qui sont là et vous êtes un peu vénère parce que vous avez été nuls en défense ou qu'elles ne comprennent pas trop ce que vous demandez et vous leur dites, et les filles, dans votre club, vous jouez en zone ou vous jouez en homme-homme? Ah, je vous mime. Pas moi, mais c'est pas moi. C'est grave quand même. C'est grave. À un moment donné, vous êtes joueuse professionnelle. Qu'on vous pose une question aussi basique, vous jouez en zone ou vous jouez en homme-homme, ou alors s'ils sont dans un système mixte, eh bien qu'ils me l'expliquent alors où elle est la mixité. Mais de la mixité entre l'homme-homme et la zone, arrive le bordel. Arrive le bordel. Parce que ce qui est important quand même pour jouer à plusieurs, c'est qu'on soit d'accord. Moi je peux jouer avec toi si je sais ce que tu vas faire, et toi tu peux jouer avec moi si tu sais ce que je vais faire. Parce que la défense, c'est pas seulement de la relation 1 contre 1. Et c'est sûr que si vous perdez jamais un duel, vous jouez en homme-homme, et puis vous gagnez tous les matchs. Moi je suis plus un fervent des systèmes de zone, parce que j'aime bien l'œuvre collective, et j'aime bien qu'à un moment donné, quand un de mes défenseurs rencontre un problème, eh bien il y a un système derrière pour l'aider. Donc l'efficacité du système défensif, moi je l'imagine plus comme une œuvre collective que comme un rapport de force individuel. C'est une question de, quoi qu'il en soit, une défense homme-homme ne fonctionne pas de la même manière qu'une défense de zone. Hein, vous savez, quand deux joueurs se croisent, il faut quand même savoir si on autorise les glissements ou si on ne les autorise pas. Et ça c'est valable même avec les gosses qui ont 11 ans, ça. Même avec les gosses qui ont 11-12 ans, il faut savoir, à un moment donné, un ailier, il doit savoir si, quand son ailier part dans le dos de ses partenaires, est-ce qu'il le suit ou est-ce qu'il dit « Oh, attention, il y a quelqu'un derrière » parce qu'il y a un système de zone et qu'on ne se croise pas. Parce qu'il ne faut pas prendre non plus les joueurs pour des demeurés. Hein. Parce que la demande intellectuelle qui est faite dans le handball, c'est ce que je dis toujours aux joueurs de l'équipe de France, par rapport à ce qui est demandé à un élève de terminale en mathématiques, il ne faut pas avoir de complexe. Hein. Quand vous expliquez comment ça fonctionne, une défense de zone, une défense d'homme-homme, et qu'eux, ils sont confrontés à des exercices de maths physique qui sont intellectuellement 10 fois supérieurs, mais il faut quand même un minimum de cohérence et de réflexion dans le handball. C'est petit comme ça, mais encore faut-il faire l'effort d'avoir une certaine précision dans ce qui est proposé. Oui, parce que je sais que... C'est très intéressant hein, ce que tu dis Olivier, mais... ouais, bah disons... Est-ce qu'on fait quelques questions là ou pas? Pardon. Alors moi ce que je propose, parce qu'on a le groupe des enfants qui sont en place déjà, pour l'animation, Olivier a des contraintes de temps, on doit libérer Olivier pour midi. Ce que je vous propose, c'est vous allez vous diriger directement dans la tribune, dans la salle annexe. Les questions que vous auriez éventuellement posées ici à Olivier, on les garde à la fin de la séance, en regroupant questions de la conférence et questions sur l'animation de séance. Je voudrais juste vous dire une chose. Je vous demande beaucoup d'indulgence sur la séance, parce que c'est un public que je ne connais pas, et que c'est plus pour expliciter les choses que de proposer une séance thèse qui sera parfaite par rapport à des choses que j'ai dit, etc., etc. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence. Je vais essayer de faire passer certaines idées, je vais essayer de les faire travailler, mais ça n'aura peut-être pas la cohérence que devrait avoir une séance pour des gamins de 11 ans.
Merci.